Et nous arrivons, mesdames et messieurs, à notre débat principal pour aujourd'hui, un débat concernant le théâtre, ce monde fascinant, surtout des marionnettes et Leila Kibira. Et pour mieux parler de ce sujet, on a toujours le plaisir d'accueillir dans notre studio Dr Hanan Hosni, qui est professeur de lettres et d'art dramatique. Bonjour. Bonjour à vous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver d'ailleurs. Alors, quand on dit Leila Kibira, à quoi vous commencez à penser? Ah, déjà, les marionnettes. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir que Leila Kibira, donc ça fait partie du folklore égyptien. Et le remettre un petit peu ici de nos jours, le moderniser aussi et le montrer à nos jeunes, eh bien moi je trouve que c'est vraiment très intéressant de remettre au grand jour le folklore égyptien populaire des années 60. Surtout que Leila Kibira a marqué toutes les générations égyptiennes et arabes aussi, pas seulement égyptiennes. Exactement, et donc il faut savoir que oui, cette opérette a été donc créée dans les années 1961 et même, ça ne fait pas partie de ma génération, mais je Ni connais... la mienne. Exactement. Mais on connaît... En fait, il y a des espèces de petites musiques, des thématiques qui nous reviennent. Et quand on l'entend comme ça dans les rues du Caire, par exemple, d'Égypte, on se dit « Ah, mais je connais, ça fait partie de cet héritage culturel égyptien. » Mais ce qui est beau, c'est qu'on le reconnaît, quelle que soit la génération. Oui, on le reconnaît. Même si on reconnaît seulement quelques parties de cette opérette. Oui, quelques parties, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est, alors pour la petite anecdote de comment ça a été élaboré, alors ce qu'il faut savoir, c'est que Jahin, justement, a été invité par Mekawi le jour du Mouled, et dans le quartier populaire de Sayed Zeynab. Et donc, il est allé donc, dans cette ambiance un petit peu de Mouled, de fête populaire, fête religieuse, et il a vu un petit peu comment ça se passait, et là, il a eu une idée. Il a dit, mais pourquoi pas faire une opérette, justement, avec ces éléments-là du folklore égyptien. Alors, au début, ce qu'il faut savoir, c'était qu'il avait créé une petite musique de 10 minutes, mais voyant l'engouement du public, ces 10 minutes se sont transformées en 40 minutes de spectacle avec des marionnettes. Et là, c'est beau parce que même les marionnettes, vous voyez, elles ont les vêtements donc folkloriques des années 60, leurs traits aussi assez populaires. Avec les moustaches, les grandes moustaches noires. Exactement, oui. C'est très beau aussi à voir, c'est très drôle. Et ce qui est bien aussi, c'est que c'est pour toutes les générations. Oui, j'allais dire pas seulement pour les enfants, c'est pour tout le monde. Exactement. Les enfants peuvent ne pas toujours capter le message qui est derrière tout ça, mais ce qu'ils voient, c'est de la musique, des couleurs, de la beauté, de la beauté du spectacle populaire égyptien. Et comment vous voyez l'importance d'une telle renaissance du théâtre de marionnettes en Égypte? Alors moi je trouve que c'est vraiment très important parce que c'est un petit peu le patrimoine culturel égyptien. Il est vrai que les générations de nos jours sont hyper connectées, donc voilà les réseaux sociaux, tout ça, mais il ne faut pas oublier que l'Égypte a un patrimoine culturel à préserver. Et le fait que nos générations, nos générations et les générations plus petites voient ce genre d'opérettes, de folklore, même s'ils se reconnaissent pas dans ces thématiques, ils reconnaissent quand même qu'il y a comme une espèce de beauté dans la symphonie, parce que aussi les musiques, elles reprennent un petit peu la beauté de la symphonie populaire de l'époque, donc des années 60 et même 50, 60. Et le fait de le conserver permet de voir aussi que cette culture est magnifique dans notre pays. Ce n'est pas que ce qu'ils voient dans les réseaux sociaux, mais il faut qu'ils voient aussi toute la beauté du cinéma égyptien, du théâtre égyptien et des opérettes égyptiennes. Tout ce qui est sur les réseaux sociaux, je pense que c'est un peu froid.
Froid, il s'est modernisé, donc c'est un petit peu la mondialisation, etc. C'est avec justement les marionnettes, parce qu'il faut savoir que c'est très dur de gérer les marionnettes. Donc vous imaginez, alors moi j'imagine, j'ai été actrice, mais enfin comédienne au théâtre. Je ne me vois pas pouvoir gérer justement des marionnettes, parce que pour pouvoir les gérer, il faut déjà une belle formation, et puis aussi il faut avoir des sentiments assez exacerbés pour pouvoir les retranscrire à la marionnette qui est juste en bas, quoi. Donc à travers des fils. Franchement, moi je dis chapeau, et je sais que voilà, en ce moment dans le théâtre du Caire pour les marionnettes, ils perpétuent cela, et ça je trouve que c'est superbe, donc dans le domaine culturel, de garder cet héritage et de le transmettre de génération en génération, parce que c'est pas facile, vraiment. Il y a quelques années, l'Opéra du Caire a repris Leila Al-Kibira en tant que un ballet. C'était un ballet, une pièce de ballet. Mais c'était pas aussi drôle ou intéressant ou beau comme, comme l'original. C'est vrai. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que oui, il faut conserver le patrimoine donc, culturel des années 60, mais il faut aussi le moderniser. Alors, le moderniser, c'est comme vous le dites aussi, il y a également des pièces de théâtre qui portent le nom Leila Al-Kibira, mais qui reprennent des thématiques modernisées et qui parlent à nos jeunes. Par exemple, le réalisateur Tom Rehenna a repris cela il y a 3 ans et il a plutôt placé ces personnages dans un contexte donc, des années 2000 où il veut faire passer un message avec tous les problèmes sociaux que l'on rencontre en Égypte, etc. Il a parlé par exemple de l'effet néfaste de la drogue, par exemple. Alors, Leila Al-Kibira, c'était pas vraiment la soirée du Mouled, c'était le grand monde où nous vivons. Exactement, et c'est ça qui montre qu'ils reprennent le titre, et c'est pour ça que quand on dit Leila Al-Kibira de nos jours, on se rappelle de choses, voilà, mais c'est vrai qu'il l'a modernisé, donc c'est plus le Mouled, c'est d'autres thématiques. À mon avis, c'est tout à fait autre chose. Ah oui, c'est autre chose. C'est autre chose, parce que voilà, Leila Al-Kibira des marionnettes, donc de Jahin, tout ça, c'est non, c'est vraiment le Mouled, c'est tout ce qui est voilà, tout ce qui est jovial, joyeux, tout ce qui est populaire. Et donc on a même, là en vous parlant, j'ai des images, vous voyez par exemple des toboggans pour les enfants, des fusils par exemple pour gagner des petites peluches. De la personne qui cherche sa fille. Oui, par exemple, exactement. Voilà, c'est des petites scénettes comme ça. Et la danseuse, bien sûr. Ah ben ça, c'est l'incontournable. Oui. Donc voilà, de nos jours, il le modernise en reprenant le thème, enfin le titre, mais pas les thèmes plutôt. Donc c'est plutôt des éléments modernisés. C'est intéressant, mais c'est bien aussi de reprendre le côté moulette qu'on voit plus de nos jours. Ça y est, même voilà, quand il y a cette fête religieuse, c'est plus trop la tendance. Mais voir et le présenter par exemple à la télévision le jour de cette fête religieuse, eh bien ça permet voilà, de rappeler cet héritage. On a repris aussi Leila Al-Kibira, l'original, mais en couleur, pas en noir et blanc. C'était pas beau comme l'ancienne copie. C'est vrai que voilà, dans les années 60, il y avait une espèce de beauté comme ça, même quand c'est en noir et blanc, il y a une espèce d'authenticité qui nous marque, qui est jolie justement, même si c'est en noir et blanc. C'est vrai que voilà, plus on modernise, plus on est peut-être, parce qu'on est plus habitué à voir ce côté un peu ancien, et donc bon, c'est vrai, mais ça reste aussi intéressant parce que comme je vous disais, perpétuer c'est bien, innover aussi c'est intéressant. Dans plusieurs écoles, il y a des professeurs qui essayent toujours d'intégrer le théâtre dans la vie des élèves parce qu'ils ont l'idée que le théâtre, c'est la chose la plus importante pour les élèves à un certain âge, surtout les adolescents. Comment vous voyez l'importance des professeurs, des écoles et des universités à faire revivre ce patrimoine avec les élèves?
Alors vous avez parlé d'un point important, c'est justement le théâtre dans les écoles et les universités. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que les élèves s'approprient le texte en soi. Par exemple, alors si je parle du théâtre, par exemple contemporain, du théâtre de Molière, donc le plutôt classique en France, ou le théâtre de Tawfiq el-Hakim, par exemple, même traduit en français, eh bien l'élève ou l'étudiant va un petit peu s'approprier les personnages qui sont dans cette pièce-là. Et comme il s'identifie carrément, soit en le modernisant, le personnage, soit en s'identifiant à la thématique évoquée par le dramaturge, l'écrivain, sur ces thématiques-là. Et le fait de se l'approprier, eh bien, c'est beaucoup plus intéressant que de l'étudier en tant que tel, théoriquement. Et pour les élèves, alors voilà, j'imagine que pour les spectateurs, pour vous, pour moi, c'est toujours par le biais du fait de s'approprier le texte qu'on garde d'excellents souvenirs de notre établissement. On a même, par exemple, des petites vidéos de nos prestations. Et puis, on en fait aussi une passion. Et nous, notre rôle en tant qu'enseignant, c'est justement de montrer que la littérature, c'est pas seulement un texte qu'on lit et puis qu'on analyse, mais c'est un texte qu'on essaie de s'approprier, et puis un texte aussi qui peut nous dire beaucoup de choses sur nous. Et qui peut retransmettre aussi ce que nous ne pouvons pas dire, l'indicible un petit peu. Les auteurs prennent cette charge-là et essayent de nous faire dire ce que nous on essaye de dire mais qu'on ne parvient pas parce que les mots nous manquent. Il y a aussi des étudiants qui sont, je dirais, modestes en classe et qui sont, qui ne sont pas éloquents. Oui. En cours, mais sur le théâtre, ils sont tout à fait différents. Ils arrivent à être très courageux sur le théâtre et ils font bien au théâtre. Ah oui, et moi, ce que je conseille alors aux parents pour les élèves et les élèves, c'est que quand on est par exemple très timide, quand on n'ose pas justement parler en public, le théâtre est vraiment l'alternative idéale pour retransmettre un petit peu ce que l'on ressent et qu'on n'a pas toujours l'habitude de dire. Et moi, je peux vous dire, enfin, avec l'expérience justement en tant que professeur d'art dramatique, j'ai des élèves en classe, par exemple en cours de français, qui ne peuvent pas prendre la parole en classe parce qu'ils ont peur. Et au théâtre, je ne les reconnais pas. Je ne les reconnais pas parce qu'ils prennent l'initiative de faire, par exemple, quand je demande de faire des improvisations, de jouer des rôles que jamais je pensais qu'ils pouvaient le faire. Et dans les écoles, par exemple, au lycée, ils ont 3 années d'option théâtre. Et ces 3 années, je les vois évoluer. Et c'est beau. C'est beau parce que eux-mêmes, ils le ressentent et à la fin de leur cursus justement de théâtre, ils me disent on a bien fait en fait de prendre du théâtre. Au début, on était réticents, mais en fait, non, on a bien fait parce que ça permet de les rendre autres. Et c'est ça ce qui est beau. Et comment peut-on sensibiliser les professeurs à cette importance du théâtre? Alors, ce qui est important, c'est que aussi au sein des écoles, que les directeurs prennent conscience de cela, parce que ça doit venir aussi de la hiérarchie. En prenant conscience, et moi je peux vous dire qu'en tant qu'enseignante, la hiérarchie en ont conscience, parce que nos élèves évoluent. Avec les réseaux, encore une fois, sociaux, cet outil, leur téléphone, à toujours voir des vidéos, tout cela, ils se rendent compte que les élèves veulent des choses beaucoup plus ludiques, plus concrètes, qu'ils s'approprient la chose et non pas qu'ils restent à regarder le professeur parler pendant des heures, des cours théoriques. C'est assez ennuyeuse pour eux, mais le fait de justement travailler par exemple la langue, le français, avec le théâtre, ils s'en rendent compte que c'est beaucoup plus accessible pour eux. Parce que dans une classe, eh bien, le fait que chacun ait un rôle, eh bien, ils arrivent à
présenter un petit peu ce qu'ils ont appris, mais de manière plus ludique. Et ça, c'est très intéressant et c'est à mettre encore plus en valeur. Et dans les écoles, par exemple, voilà, les écoles francophones, comme ils s'en rendent compte, souvent ils demandent à ce que leurs professeurs soient formés justement dans ce genre de domaine. Et une fois qu'on a transmis, alors en tant que formatrice, quand on transmet ce savoir, moi je vois dans les yeux des professeurs justement une espèce de lumière, d'étincelle, se disant mais oui, en fait, la littérature dite ainsi, la langue dite ainsi est beaucoup mieux pour nos élèves et beaucoup plus ludique pour nos élèves. Et qu'est-ce qu'on fait avec les parents qui ne s'intéressent qu'aux matières, les mathématiques, les sciences, la philosophie? Il faut leur dire que aussi la littérature sert. Et sert à quoi? Sert à créer de votre enfant un enfant meilleur, qui sait qui il est, qui sait comment exprimer ses émotions. Parce que oui, c'est important les sciences bien sûr, parce que les parents, on a tous envie que nos enfants soient les meilleurs. Oui, bien sûr. Voilà, et pour les parents, c'est toujours dans le domaine scientifique. Mais il faut allier les deux. Un médecin peut aussi aimer tout ce qui est psychologie, peut aimer donc les sciences humaines, la musique. Voilà, et dire que la musique classique, par exemple, permet de raffiner un petit peu nos émotions, savoir aussi comprendre la personne qui est en face, c'est pas facile. Eh bien, c'est à travers justement la littérature, à travers le théâtre. Je vous donne un exemple, le théâtre de Molière, par exemple, l'Avare de Molière. On nous présente quoi? J'étais toujours Antoinette. Ah, vous voyez, et vous vous en souvenez, vous voyez. Oui, bien sûr. Donc, c'est ça ce que nous, en tant qu'enseignants, on veut retransmettre. Donc, c'est ça. On a des personnages qu'on retransmet sur scène et finalement ces personnages types existent de nos jours, c'est universel. Et donc comment se comporter face à un tel avare justement, comment se comporter face à une telle situation, comment détourner par exemple les jeux un petit peu néfastes que peuvent nous faire les personnes voilà, pas très conscientes ou pas très bienveillantes. Est-ce que vous êtes pour ou contre la traduction des pièces de théâtre pour les élèves et les étudiants? Alors c'est important dans une petite mesure, c'est pour la transmettre dans le monde entier. Voilà. Par exemple, Leila Kibira, ce qui est intéressant avec ce spectacle, c'est qu'il a quand même voyagé plus de 25 pays quand même. Et en arabe. Et en arabe. Sans traduction. Exactement. Alors, juste la traduction pour le public, par exemple, je pense au public de Berlin, Allemagne, etc. La petite traduction en bas, juste voilà les termes, pour qu'on puisse comprendre quand même la thématique. Mais rien qu'avec la musique, les musicalités, donc, et puis les mouvements des marionnettes, on comprend les émotions. Donc ça, c'est intéressant dans cette mesure-là, et aussi quand on le transmet dans les pays étrangers, eh bien il y a la sonorité de l'arabe qui est transmise dans le monde. Oui. Après, est-ce qu'il faut traduire? Alors moi je trouve que c'est intéressant aussi de traduire pour pouvoir faire aussi une espèce de comparaison entre le texte source et le texte traduit, mais et tout ça pour vraiment le transmettre dans le monde entier. Après, en tant que littéraire, moi je préfère bien sûr le texte de base, parce que c'est là où il transmet vraiment tout l'implicite que veut nous montrer l'auteur. Quand il est traduit, on a tendance à expliciter l'implicite évoqué par l'auteur. Et à perdre quelque chose au milieu. Exactement. Sur la route de la traduction. Exactement. Mais il y a par exemple, moi je pense aux personnes qui ne sont pas arabophones par exemple, et qui voudraient quand même découvrir ce folklore égyptien dans l'opérette de Leila Kibira, mais qui voudraient découvrir des écrivains, donc je reprends Tawfiq El Hakim par exemple,
on a envie de comprendre quand même ce théâtre qui est riche aussi, qui transmet un message universel, un message aussi psychologique. Mais quand on traduit Molière, par exemple, il n'a pas le même goût. C'est pas Molière. Bien sûr. C'est une pièce de théâtre en arabe. Bien sûr. Et mais pas Molière. Exactement. Mais au moins, on aura retranscrit la thématique. On aura retranscrit le message. Mais c'est vrai qu'au niveau de la langue, des sonorités, parce que aussi dans le théâtre de Molière, on a des pièces qui sont écrites en vers, ça ne sera pas la même chose, bien sûr. Bien sûr. Oui. Et si on veut faire une petite comparaison entre Leila El-Kibira et les marionnettes françaises, les Guignols par exemple? Alors si on compare, eh bien chacun a son folklore en fait finalement, mais je trouve que c'est intéressant par exemple les Guignols qu'on connaît lyonnaises, donc dans les années 1800, donc au 19e siècle, on voit que déjà, moi là j'ai encore des images, vous voyez, des figurines, tout cela. On a l'impression quand même qu'il y a une espèce de similitude avec justement les figurines aussi des marionnettes égyptiennes. Mais après, au niveau bien sûr des costumes, ce n'est pas pareil. Là, on imagine un petit peu les Guignols dans leur la petite boîte où on a les marionnettes qui bougent avec les mains des marionnettistes. Dans Leila El-Kibira, c'est avec les fils et donc voilà, c'est un peu plus complexe. Mais chacun retranscrit un patrimoine culturel. Voilà, un patrimoine populaire. Les Guignols françaises, eh bien c'est plutôt pour faire aussi rire les enfants. C'est un petit théâtre ambulant où on va de ville en ville, où on transmet cela pour le comique, justement, transmettre du comique. En Égypte aussi, c'est un théâtre ambulant ou une opérette ambulante où on a envie de mettre des sonorités, les sonorités un petit peu qui nous rappellent notre enfance, qui nous rappellent les musiques populaires d'Égypte, assez emblématiques de cette époque. Et avant de partir, avant de laisser le plateau, quelle est la partie que vous aimez dans Leila El-Kibira? Alors, moi, à chaque fois qu'on me dit... Votre partie la plus préférée? Moi, quand on me dit Leila El-Kibira, ben, c'est la chanson Leila El-Kibira. Vous voyez, elle me revient à chaque fois. Refrain. Le refrain. Oui, et ça, je sais pas, ça crée en moi une espèce d'émotion. Je ne sais pas vous, mais c'est une émotion assez jolie. Et je me dis, bah, c'est dommage aussi que de nos jours, on n'a plus ces symphonies-là. Quand on voit, par exemple, les musiques populaires des Égyptiens de nos jours, c'est pas raffiné comme ce qu'il y avait à l'époque. Et le fait de l'entendre de nos jours, eh bien peut-être ça va amener vers des mœurs un petit peu plus raffinées pour ce public égyptien. Malheureusement, notre temps arrive au bout. C'est toujours un plaisir de vous accueillir ici dans le studio. Dr Hanan Hosni, vous êtes professeur de lettres et d'art dramatique. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci mesdames et messieurs pour votre attention et à la prochaine.